Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite d'itinérance à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Au cours de cette visite, il a tenu un meeting populaire dès son arrivée dans la ville de Kisangani où il a évoqué plusieurs sujets, notamment la révision de la Constitution, l'économie du pays, les infrastructures. Et il profite aussi de cette visite pour visiter quelques chantiers, quelques travaux de construction qui sont réalisés par l'Office de voiries et drainage, l'OVD, mais il a aussi saisi ces moments pour honorer les victimes du Génocoste. Nous allons donc au cours de cette émission essayer d'analyser ces sujets, ces dossiers qu'il a évoqués au cours de cette visite. Je ne suis pas seul sur ces plateaux pour aborder ces différents sujets. Je reçois des journalistes, je reçois dans mon mat, journaliste politique au groupe de presse Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur Jojo. Et à ma gauche, j'ai Dieudonné Bonali, journaliste économique au groupe de presse Géopolis Forum, à qui j'ai dit aussi bonsoir. Bonsoir, Jojo Moulamba. Bonsoir, mon co-débatteur dans mon mat. Voilà, nous allons commencer cette émission, mais avec la lecture des journaux, des différents journaux qui ont paru ces vendredi 25 octobre 2024 à Kinshasa. Vu avec Forum de Zas, d'après ces quotidiens, au Forum de Zas qui parle de Kisangani, Fachi honore la mémoire de victimes du Génocoste, titre à sa une. D'après ce journal de la 11e rue, au site mémoriel du cimetière de la guerre de 6 jours, le chef de l'État s'est recueilli un temps à déposer sa couronne de fleurs au pied de 3 stèles symbolisant les 3 catégories de victimes emblématiques de la ville de Kisangani, à savoir les victimes jetées dans la rivière Chopo ou dans le fleuve Congo, les victimes enterrées vivantes dans le fosse commune et les victimes portées disparues. Et dans la même veine, Géopolis parle également de visite des chantiers du chef de l'État. D'après l'auteur de l'article, toujours le même jeudi, le président Félix Tshisekedi a effectué une visite d'inspection de travaux de construction et de la modernisation de la voirie à travers la ville, particulièrement le boulevard Lumumba qui mène vers le stade éponyme. Il s'est rendu également au stade Lumumba, situé dans la commune de la Chopo. Ces stades et d'une capacité d'accueil de 10 000 places assises fait l'objet de modernisation depuis plusieurs mois. Parlons toujours de la visite du chef de l'État. Econews titre à sa une, au-delà du projet de changement de la Constitution, Tshisekedi ouvre la voie à la 4e République. D'après ces tri-hebdomadaires, Félix Tshisekedi a beau déclarer que la révision ou le changement de la Constitution n'est pas à confondre avec le nombre de mandats qui nécessite un référendum. La modification du mandat qui relève de la compétence du peuple ne me concerne pas, les observateurs ne sont pas dupes, note ces journaux. Avec une majorité écrasante et toute acquise à sa cause, le projet est assuré de passer comme une lettre à la poste, même au prix de violations massives de droits fondamentaux des citoyens, et du musellement de la presse nationale et de toute opinion dissonante. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse.
démarre cette émission. Comme je venais de l'annoncer, le président de la République séjourne à Kisangani où il a tenu un meeting populaire au cours duquel il a évoqué plusieurs sujets, notamment la révision de la Constitution, la situation économique du pays, la situation sécuritaire également. Et puis il a visité plusieurs chantiers, donc une visite d'inspection de travaux de construction de la voirie et aussi d'autres infrastructures, notamment le stade Lumumba. Dieudonné Bonali, je vais commencer avec vous. Vous avez suivi le président à Kisangani. Déjà au sujet de la Constitution, qu'est-ce que vous avez compris de ce que le président a déclaré? Bon, je vais d'abord... merci d'abord pour la question. Les débats sur la Constitution, la révision de la Constitution, la loi fondamentale, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a des personnes qui pensent que ça doit être un sujet tabou. On ne doit pas en parler. Notre Constitution, c'est comme une Bible politique. Et elle est intangible, elle est intouchable. Or, c'est un texte comme d'autres textes que nous avons dans les pays qui nous régissent. Et ce texte fondamental a été rédigé par des humains. Et il est souvent dit qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et cette constitution est aujourd'hui obsolète, pensent aussi certains. Mais il faut restituer d'abord les contextes dans lesquels cette constitution avait été élaborée. Nous sommes en 2022, nous venons de signer, j'ai dit nous en tant que nation, après une longue période d'hostilité, le pays était scindé en 3 parties. Vous avez l'axe Kinshasa dirigé par Joseph Kabila, le Grand Nord par Jean-Pierre Bemba, et toute la partie Est par la RCD, qui fut aussi morcelée en RCD Goma, RCD Kisangani. Et là, nous sommes à San City. Après les dialogues intercongolais, on signe l'accord global et inclusif et un accord de transition. On met aussi en place un comité de suivi de cet accord qui était présidé par l'ambassadeur américain de l'époque. Selon les termes de l'accord, on devait rédiger une nouvelle constitution à soumettre au peuple congolais au référendum. C'est ce qui a été fait le 17 et le 18 décembre 2005. Le peuple congolais, dans sa majorité, avait voté oui pour la nouvelle constitution. Mais quelle constitution avons-nous? Quelle constitution avons-nous voté? Beaucoup avaient voté cette constitution Jojo Mulamba sans l'avoir lue. Je me rappelle du débat à l'époque, on demandait même aux législateurs, ceux qui avaient rédigé cette constitution, de la traduire en langue, en 4 langues nationales, les Lingala, les Kikongo, les Chilube, les Swahili, pour permettre même aux masses, même à tout Congolais, même aux analphabètes, ceux qui n'ont pas étudié, de pouvoir la comprendre, connaître les tenants et les aboutissants, les enjeux, en quoi elle était différente de la loi fondamentale précédente. Mais malheureusement, cette demande populaire n'a jamais reçu de réponse. Nous avons voté une constitution écrite en français. Beaucoup ne l'avaient pas lue. Et dans cette constitution, il y a des articles qui fâchent jusqu'aujourd'hui. Je me rappelle Etienne Tshisekedi Lumumba personnel. Moi, ma question aussi est celle de chercher à savoir de la déclaration du chef de l'État. Que peut-on retenir? Est-ce qu'on peut retenir qu'il y a nécessité aujourd'hui de revoir certaines dispositions de cette constitution ou il n'y a pas nécessité aujourd'hui? Ou bien le président a fait fausse route? En fait, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Le débat, la question, c'est l'économie du pays. J'ai compris votre question, Jojo Mulamba. Je disais, personne n'avait répondu à la demande populaire
Mais nous tous, nous avons constaté par après, c'est que cette constitution contenait quand même certaines insuffisances. Par exemple, un gouverneur des provinces est élu par les députés provinciaux. Le président de la République l'investit, mais le président de la République n'a pas de pouvoir de démettre un gouverneur de province. S'il a besoin de faire partir un gouverneur, il doit revenir aller demander à ses députés provinciaux de l'aider à faire partir un gouverneur. Voilà déjà un premier problème. Le deuxième problème, il y en a beaucoup à Jojo Moulamba. L'article, par exemple, 217, il est écrit noir sur blanc que la République démocratique du Congo peut conclure des accords sur le plan régional ou international portant sur l'abandon partiel ou total de sa souveraineté. C'est une bande de terre, c'est une portion du territoire national. C'est pour vous dire déjà, nous avons ouvert la porte à la balkanisation, la porte à la cession d'une partie de notre territoire national. Il y a nécessité aujourd'hui que certaines dispositions soient revues. Oui, je termine aussi en disant que cette constitution, nous parlons comme si ça n'a jamais été révisé depuis le référendum constitutionnel du 18 décembre 2005. Cette constitution a été révisée en 2011. J'ai fait une petite recherche, j'ai même les articles. Joseph Kabila, sous son règne, il a révisé la constitution. Il s'agit de la révision de la constitution du 18 février 2006, révisée en janvier 2011, en ses articles 71, 110, 126, 149, 197, 198, 218 et 226. Ce sont les articles qui ont été révisés. Pour faire l'économie de la matière, je rappelle seulement à nos téléspectateurs, aux gens qui nous suivent, que comment sommes-nous passés d'une élection présidentielle de 2 tours à 1 tour. C'est à partir de cette révision constitutionnelle que j'ai citée. Voilà, maintenant, si la constitution a été déjà révisée, pourquoi on doit refuser les débats sur la constitution? Mais concernant le chef de l'État, je pense, peut-être il a fait un ballon d'essai. Je vais vous revenir. C'est une intention, mais il n'a pas encore donné de jambes à son idée. Je vais vous revenir à donner Bonali. Dans mon matin, il y a un débat autour de cette question de la constitution. On veut savoir s'il doit y avoir révision ou changement. Révision, c'est-à-dire on cible quelques dispositions, quelques articles, on révise, comme ça a été le cas en 2011, vient de le souligner, mais où il faut carrément avoir une autre constitution, une autre loi fondamentale qui régente la République démocratique du Congo. Ou bien, comme je l'ai demandé à Bonali, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Le débat, c'est l'économie, c'est la situation sociale du pays. Alors, très rapidement, laissez-moi, avant de répondre à votre question, revenir sur quelque chose que M. Bonali a dit. Dans l'ensemble, il avance des bons arguments, mais lorsqu'il semble dire que voilà, la Constitution est écrite en français, un peu pour reprendre le mot du président de la République, la Constitution a été écrite par des étrangers à l'étranger. Prenez le code pénal, par exemple, le code pénal que nous utilisons. C'est un code pénal qui est écrit en français, qui a été écrit par le Belge et que nous avons du mal jusqu'à aujourd'hui à réviser ou à revisiter alors qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc, que la Constitution ait été écrite en français, ce n'est pas un problème. Que la Constitution ait été écrite par de tierces personnes. Écoutez, combien de choses avions-nous ici qui ont été écrites par des personnes qui ne sont pas forcément des Congolais, des personnes nationales congolaises. Il y en a plusieurs. Et ce qui est aussi vrai est de reconnaître que aucune loi, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Là, je rejoins M. Bonali. Et donc, la Constitution actuelle a beaucoup de choses qu'il faut élaguer. Pour en venir à votre question, maintenant, à entendre le chef de l'État, si on doit mettre en place lorsque vous prenez ces mots, vous le mettez ensemble, c'est une constitution des étrangers. Elle a été rédigée ailleurs. Il nous faut une constitution
qui répond aux réalités congolaises. Je vais mettre en place une commission interdisciplinaire pour étudier et nous proposer une constitution. Là, on n'est pas sur la révision de certains articles. En tout cas, si on prend toutes les phrases prononcées par les présidents et qu'on le met ensemble, on est dans une logique de changement. On est dans une logique d'une nouvelle constitution. C'est ça, au fait, l'esprit, en tout cas, d'après ma compréhension et d'après la compréhension de certaines personnes, c'est ça l'idée, l'esprit derrière le président lorsqu'il parle du changement de la constitution. Le président, en fait, veut à ce que une nouvelle constitution soit mise en place, puisque on ne peut pas prendre une constitution faite par des étrangers et l'adapter aux réalités congolaises. Non, il faut une constitution totalement refaite pour qu'elle réponde aux réalités congolaises. Mais l'actuelle constitution, si on doit évoquer certains arguments évoqués, étalés par les autres, l'actuelle constitution, est-ce que dans son ensemble, elle ne répond pas aux réalités congolaises? C'est la question que l'on peut aussi se poser. Puisque s'il s'agit d'évoquer des choses qui ne sont pas correctes, on commence à peine à citer des articles. Regardez la question de la formation du gouvernement. Ok, ça pose un problème. La question, on peut remonter plus loin, de l'élection même des gouverneurs. Imaginez une ville comme Kinshasa, plus de 20 millions d'habitants, qui est dirigée par un gouverneur voté par 23 personnes, dont on soupçonne qu'elles auraient été corrompues. Et ça, c'est un fait qui s'est reproduit à chaque élection. Donc, vous avez une vingtaine de personnes que l'on corrompt à chaque fois, selon ce que l'on dit. Et ce sont ces personnes-là qui élisent le gouverneur de 20 millions d'habitants. Et dans tout ça, nous les habitants en tant qu'Équinois, nous n'avons rien à dire. Nous n'avons même pas le pouvoir. On a donné le pouvoir. Tout à l'heure, M. Bonel voulait à ce que la Constitution puisse donner le pouvoir au chef de l'État de sanctionner un gouverneur. Mais le pouvoir devait revenir au peuple. Okay? Donc le peuple ici n'a même pas le pouvoir de dire que voilà, aujourd'hui, M. Daniel Mbouba n'arrive pas à faire X, Y chose. Il faut nous les mettre à côté. Le peuple n'a pas ce pouvoir-là. Et donc, quand on évoque les failles de la Constitution, il y en a comme ça nombreuses, mais on les cite à peine. La Constitution, c'est plus de 217 articles. Mais les autres articles-là, dites-nous en quoi ils ne répondent pas aux réalités congolaises. Lorsqu'on dit que... aux aspirations profondes du peuple congolais. Par exemple, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. En quoi cela ne répond-il pas aux réalités congolaises? Prenons article par article et lisons et dites-nous en quoi ces articles-là ne correspondent pas aux réalités congolaises. Donc il y a cette question-là profonde à se poser. Donc il suffit juste de prendre ce qu'on nous a dit, de les retourner et vous verrez que il y a beaucoup à dire et beaucoup à boire et à manger là-dessus. Bon, on va suivre d'abord cet élément qui nous relate un peu ce qu'a été le premier jour de la visite du chef de l'État dans la ville de Kisangani. Lors de son meeting à la place de la Poste à Kisangani, chef-lieu de la Chopo, ce 24 octobre, le président Félix Tshisekedi a plaidé en faveur d'une révision de la Constitution. Bien que cette initiative ne soit pas urgente, il a souligné qu'elle est cruciale pour adapter le loi aux réalités congolaises. Pour cela, il a annoncé la création d'une commission nationale interdisciplinaire qui s'épanchera sur cette question essentielle dans le but d'élaborer une constitution plus en phase avec les besoins du peuple. Le président a également évoqué l'importance de l'unité nationale, exprimant sa peine face aux tensions entre Mbolé et l'Angola. Le Congo que je dirige est celui de l'unité. Chaque Congolais est pour moi un frère, un père ou un enfant, a-t-il déclaré. Il a ainsi appelé à la solidarité, affirmant que la division n'ouvre la voie
qu'aux ennemis. Il a insisté sur la nécessité d'une communication constructive et d'un dialogue pour prévenir les conflits, précisant que la guerre engendre le mal, la mort et la désolation. Félix Tshisekedi a par ailleurs abordé des enjeux cruciaux tels que l'éducation et la santé. Il a réaffirmé son engagement envers la gratuité de l'enseignement, soulignant l'importance d'investir dans les jeunes pour bâtir un avenir prometteur. Un peuple sans santé et sans éducation demeure dans la pauvreté, d'où la nécessité d'améliorer ces secteurs, a-t-il déclaré. Concernant la santé, il a présenté la politique de couverture santé universelle, visant à garantir l'accès aux soins pour tous les Congolais, quel que soit leur niveau de revenus. Cette initiative a déjà débuté avec la prise en charge des mères et des nouveau-nés, une étape cruciale pour réduire la mortalité maternelle. Le président a également insisté sur la nécessité d'une économie résiliente, appelant à privilégier la production locale pour diminuer la dépendance aux importations. Ce que nous devons acheter à l'étranger, nous allons le produire ici nous-mêmes, a-t-il affirmé, en évoquant des cultures de base telles que le riz, le maïs et le manioc, qui pourrait renforcer l'économie et stabiliser la monnaie nationale. Enfin, Félix Tshisekedi a souligné l'urgence de réviser la Constitution en déclarant qu'elle n'est pas adéquate et qu'elle doit encourager l'action des personnes compétentes. Il a insisté sur la nécessité de corriger les aspects tels que la formation du gouvernement et la validation des mandats parlementaires, ainsi que la cohabitation entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale. Le président conclut son speech en mettant en garde les opposants qui chercheraient à exploiter la question de la révision constitutionnelle pour s'aimer les chaos dans le pays. Voilà, merci pour la régie pour cet élément. Nous revenons sur ces plateaux, Dieudonné Wanali. Après la déclaration du chef de l'État, des réactions fusent de partout, des opposants politiques congolais ont réagi. Je peux citer Martin Fayulu, Moïse Katumbi, qui tacle le président de la République. Déjà, comment aussi analysez-vous la réaction de ces acteurs politiques? Bon, je vais d'abord insister sur quelque chose. J'ai dit dans mon introduction que cette constitution a été élaborée et soumise au référendum populaire à l'issue du dialogue intercongolais de Sun City. Et comme les pays étaient divisés en trois, il y avait une sorte de balkanisation entre guillemets, l'intérêt pour le peuple congolais, c'était d'abord, on fait table rase de nos différences, de nos conflits. On se bat d'abord pour la réunification du pays parce qu'on avait des difficultés pour quitter Kinshasa, aller à Kisangani, quitter Goma, venir à Kinshasa. C'était d'abord ça l'idéal. Réunir d'abord les pays, que le Congo reste indivisible. Mais lorsque maintenant, nous avons constaté par après que cette constitution pour laquelle on avait donné nous tous nos oui, qu'elle comporte ou bien elle comportait des lacunes. Si c'est le moment pour la réviser, pourquoi nous devons éviter les débats qui est encore jusque-là citoyens? Et surtout que sous d'autres sièges, il y a des exemples. Ces exemples sont légion si la révision constitutionnelle. Les États-Unis ont révisé leur constitution 27 fois, on parle de 27 amendements. Vous allez en France, la constitution française actuelle, ce n'est pas celle qui est sortie de la Révolution française, après la Révolution française. Vous allez dans un pays comme l'Angleterre. L'Angleterre n'a pas de constitution écrite. Vous allez me dire, non, on doit maintenir cette constitution, elle est la meilleure. Non, il y a des choses qu'on doit réviser. Le problème se trouve à quel niveau? Ceux qui sont pour la révision doivent être clairs. On fait table rase de la Constitution du 18 février 2006, on jette ça dans la poubelle, on rédige une nouvelle Constitution. Si tel est le cas, nous allons entrer dans la 4e République. Nous allons faire comme Joseph Kabila avait fait en 2011, c'est-à-dire réviser certains articles seulement, pas toute la Constitution dans son entièreté. Les gens vont réagir en fonction de cette démarche. Mais jusque-là, on parle de la révision constitutionnelle, mais on ne détermine pas si c'est une révision partielle, totale, ou on jette toute cette constitution dans la poubelle, comme il y a un adage qui dit on ne jette pas l'enfant avec l'eau de son bain, parce que dans cette loi fondamentale, il y a aussi des bonnes choses.
Mais malheureusement, vous constatez avec moi qu'il y a aussi des mauvaises choses. Il y a certains articles qui doivent être modifiés. C'est pour cela que j'ai dit à mon match que, par exemple, vous avez des gouverneurs élus, vous avez des conseillers communaux élus, des bourgmestres qui seront élus demain, vous avez des députés nationaux, des députés provinciaux, des sénateurs qui sont élus, mais est-ce que mon match peut nous confirmer ici, ou bien infirmer que les administrateurs du territoire, nous avons un personnel politique qui continue à être nommé, qui gère les pays. Les administrateurs du territoire ne sont pas élus. Mais comment voulez-vous élire les bourgmestres? Vous n'élisez pas les administrateurs du territoire. Nos communes, qu'elles soient urbaines ou rurales, ne font pas partie des territoires. Voilà des débats que nous devons mettre sur la place publique, informer la population sur l'opportunité ou pas de réviser la Constitution. Le problème de Jojo Moulamba, c'est quoi? Quand on évoque la révision de la Constitution, l'idée générale va vers le changement des mandats. Or, on peut réviser la Constitution sans réviser le nombre de mandats, ou soit sans que le président Tshisekedi puisse s'attribuer le troisième mandat. Joseph Kabila l'a fait. Il avait révisé la Constitution, mais il n'a pas bougé les dispositions intangibles qui allaient lui permettre de briguer le troisième mandat. Pour preuve, il n'est pas au pouvoir. Il a fait des mandats, il est parti. Il ne faut pas interdire aux gens de réfléchir. Seulement comme je viens de le dire. Hein. Voilà. Seulement comme je viens de le dire tout à l'heure. Il ne faut pas interdire aux gens de réfléchir. Pardon, jusque-là, c'est un débat citoyen. Je vous pose aussi la même question. Comment analysez-vous aussi la réaction des opposants? Est-ce que vous pensez qu'ils ont bien compris la pensée du chef de l'État, ou bien ils font juste un procès d'intention au chef de l'État? Ils pensent peut-être que Félix Tshisekedi voudrait un autre mandat ou s'éterniser au pouvoir. En tout cas, on a suivi ce qui est vrai, les réactions des opposants, notamment Moïse Katumbi, qui doit avoir tuté que la Constitution ne va pas changer. Martin Fayoulou qui a dit, qui est un peu allé dans le même sens, que voilà, ce n'est pas trop mature, hein, on va le dire comme ça, que de vouloir modifier la Constitution en ces moments. Matata Pogno et les autres. En fait, ici, en RDC, ce qu'on peut voir au travers de ces réactions-là, c'est qu'on est dans une logique d'opposant pour l'opposition. C'est-à-dire que, puisque l'autre dit A, forcément, vous devrez lui dire B. Vous ne devez pas dire A, B ou non. Il faut lui opposer tout de suite le contraire de ce qu'il est en train de présenter. C'est ça, en fait, ce que nous sommes en train de vivre. Puisque, comme vient, là où je suis d'accord avec M. Bonal, comme il vient de le démontrer, la Constitution, c'est quelque chose qui peut être révisé. Puisque moi, tout comme lui, on a démontré qu'il y a beaucoup de failles dans notre Constitution. Il y en a beaucoup. Rappelez-vous, par exemple, ce que je peux ajouter, à un certain moment... Quand on évoque la révision de la Constitution ici, on dit, mais aux États-Unis, c'est une Constitution qui date, pourquoi la nôtre ne peut pas... Mais aux États-Unis, il y a 27 amendements. Jusque-là, ce sont des révisions. Oui, mais attendez, lorsque les gens se rendent compte que, même si on a écrit hier une Constitution, et qu'aujourd'hui on se rend compte que cette Constitution peut être révisée, pourquoi attendre? Si on peut la réviser. Et tantôt, je disais que notre Constitution a plusieurs failles. M. Bonal l'a dit. Nous avons également évoqué d'autres failles. On peut également en relever une autre. Rappelez-vous qu'il y a, du temps du président Kabila, par exemple, il y a des Congolais de la diaspora qui réclamaient la nationalité congolaise, puisque, d'après notre loi à propos de la nationalité, elle est une et exclusive. On ne peut pas la détenir en même temps avec une autre nationalité, pour le dire de façon assez simple. Donc, il y a des choses comme ça que, en fait, même s'il y a le pour et le contre, mais ce sont des choses qui doivent être mises sur la table et que l'on peut en discuter. Mais là où, ce que M. peut-être Bonnet n'a pas encore compris, c'est qu'au niveau de l'intention,
ce n'est pas que ça n'a pas encore été clair. Tout à l'heure, je viens de vous le démontrer que du côté du pouvoir en place, ça montre qu'on est dans une phase où on veut faire table rase du passé. Puisque lorsque vous dites au Banamboka que ça, c'est pour les étrangers, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le mettre à côté et prendre ce qui est à nous. Et lorsqu'on fait table rase du passé, le contexte est bien choisi, le moment est bien défini. Il n'y a pas de moment propice à ce que je sache pour réviser une constitution. Hein? Dès lors qu'il y a le moment propice, c'est tout simplement le fait qu'il y ait le contexte s'y prête. Aujourd'hui, il y a certaines choses que l'on peut réviser, même à propos des élections. Il y a beaucoup de choses qu'on peut réviser. Mais seulement le problème est que c'est pourquoi on veut réviser. Est-ce que c'est pour améliorer, la condition sociale de Congolais? D'ailleurs, le président donne des réponses dans son discours de Kisangani. Il dit, pour que nous puissions atteindre le développement, il y a 2 facteurs. Il part de la santé, c'est pour ça qu'il se bat pour la couverture de la santé universelle. Et il part de l'éducation, c'est pour cela qu'il a initié la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire. Il parle aussi de la production locale. Oui, il a d'abord parlé de ces 2 éléments-là, puisque sans la santé, sans l'éducation, on ne peut pas prétendre atteindre le développement. Aujourd'hui, nous sommes par exemple en termes d'éducation, nous sommes concurrencés par l'intelligence artificielle qui sera un autre défi. Donc il faut vraiment que les gens soient formés, bien éduqués pour faire face à plusieurs enjeux qui vont se présenter, même en parlant de la guerre. Il dit les gens doivent comprendre, ils doivent être formés, intelligents pour comprendre quelles sont les origines de cette guerre, quels sont les enjeux de cette guerre pour mieux la combattre. Il y a 2 facteurs, la santé et l'éducation. Et puis, le président va ajouter un 3e facteur, c'est la production locale. Et là, il va dire que voilà, on va commencer à produire le riz, le haricot, le maïs, des aliments de base que nous avons l'habitude de consommer ici, même si ça reste une promesse, comme tant d'autres que le président a déjà fait. Mais voilà, il évoque 3 facteurs. Et ces 3 facteurs-là, ramenez-le dans la Constitution. Dites-nous en quoi la Constitution bloque ou empêche à ce que ces facteurs-là puissent se développer. En quoi la Constitution bloque, nous Congolais, pour que nous puissions agir positivement sur ces facteurs. D'accord. Si on arrive à prouver ça, là, on peut réviser la Constitution même demain. On n'a même pas besoin d'attendre 2025. C'est trop loin. On va tout de suite là dire que, monsieur le président, messieurs les députés, nous le peuple, nous voulons de la révision de cette constitution. Mais les facteurs que le président évoque là, jusque-là, en tout cas, à ma petite connaissance, je n'ai pas encore vu en quoi la constitution nous empêche de modifier les paramètres de manière à booster notre pays, de manière à engager notre pays sur l'orbite du développement. Je le disais au début de cette émission, le président de la République a rendu aussi hommage aux victimes de Génocoste, mais il a également effectué une visite d'inspection sur les lieux où les travaux de construction de la voirie sont exécutés et aussi les stades Lumumba. Nous allons suivre cet élément et puis on revient tout juste après. Au 2e jour de sa mission d'itinérance à la Chopo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débuté ses activités par une cérémonie d'hommage aux victimes du génocide pour des gains économiques Génocoste. Au site mémoriel du cimetière de la guerre de 6 jours, le chef de l'État a reçu d'amples explications sur les sites auprès du directeur général adjoint du FONAREV, Kevin Ngunga. Les visages graves, le chef de l'État s'est recueilli un temps, puis déposé sa couronne de fleurs au pied des 3 stèles qui symbolisent chacune les 3 catégories des victimes emblématiques de la ville de Kisangani. Il s'agit des victimes jetées dans la rivière Chopo ou dans les fleuves Congo,
celles enterrées vivantes dans des fosses communes et des victimes portées disparues. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris son temps pour s'entretenir avec l'une des survivantes de ces atrocités, Madame Ochudi, dont la famille entière a été abattue par les forces belligérantes. Ainsi qu'il l'avait annoncé au cours de son meeting, le président Félix Tshisekedi s'est directement rendu au siège de Frivao, les fonds spéciaux de réparation et d'indemnisation des victimes des atrocités illicites de l'Ouganda pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Le premier bénéficiaire a été l'église catholique locale, comptée parmi les victimes. Ce geste a été bien apprécié par l'archevêque métropolitain de manière symbolique. Le chef de l'État a aussi remis une enveloppe consistante à chacune des 3 victimes. L'opération devrait se poursuivre avec les responsables des Frivao. Voilà, on vient suivre le chef de l'État qui n'a pas oublié de rendre un vibrant hommage aux victimes du génocide congolais pour de gains économiques. Génocide, il faut rappeler que c'est les victimes du Génocauste sont célébrées, ou les Génocaustes est célébré tous les 2 août. Le 2 août dernier, c'est la première ministre qui avait lancé les activités, alors que le président de la République était en Belgique pour des raisons de santé. Alors, le jeudi, il s'est rendu au site mémoriel pour rendre un hommage à toutes ces victimes. Dieudonné Bonali, voir le chef de l'État poser un tel acte, que cela représente pour vous? Bon, je vais glisser d'abord un mot par rapport à ce que mon co-débatteur avait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de raison de modifier la Constitution parce que le chef de l'État dit que cette Constitution bloque notre développement. Je voulais dire que le chef de l'État a en partie raison. Non, j'ai dit que le président doit nous expliquer en quoi la Constitution fait en sorte que nous ne puissions pas avoir la possibilité d'agir sur la santé, l'éducation et la production locale, des éléments moteurs qu'il a lui-même évoqués dans le même discours pour dire que voilà, avec ça, on peut atteindre les développements. Bon, moi je vais te donner des exemples. Vous êtes un couple de parents congolais, vous partez en vacances en Europe, je donne l'exemple, vous êtes à Paris en France, et votre femme était enceinte et il accouche là-bas. La loi française, à moins qu'on ait changé cette disposition, dit que tout enfant né en France est français. Or, au pays, on n'admet pas la double nationalité. Et ceux qui avaient... Cet enfant-là a perdu sa congolité. Ce n'est pas ça le débat, mais si je dois vous répondre directement, pour ceux qui soutenaient la thèse contraire, voilà. La thèse pour que nous puissions mentionner dans notre constitution que notre nationalité est une exclusive, c'est par exemple regarder ce qui se passe actuellement. Voilà. Avec, pour le moment, il y a eu beaucoup de nos frères de la diaspora qui, pour certains, possèdent la double nationalité, qui sont revenus au pays pour travailler. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a des tournements, ou lorsque ces gens-là gagnent, pas forcément lorsqu'il y a des tournements, mais lorsque ces gens-là gagnent de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont réinvestir dans leur pays d'adoption plutôt que dans notre pays. Prenez ces 5 ans. Combien de Congolais de la diaspora qui ont pu bénéficier du pouvoir en place, combien d'entre eux ont pu investir au Congo? Vous en comptez? Ça c'est vrai, mais le fait de donner à cet enfant-là la nationalité française, et l'acte prive à l'enfant mais personnellement, je suis pour que même les Congolais qui sont nés dans la diaspora puissent bénéficier de la nationalité congolaise. Puisque, comme la plupart des gens ici, nous avons de la famille, beaucoup de membres de nos familles qui sont à l'étranger, qui sont nés à l'étranger. Je vous comprends. Et qui portent même nos noms alors qu'ils n'ont pas la même nationalité que nous. Je vous comprends. Vous regrettez le fait que certains compatriotes qui ont la double nationalité et qui travaillent dans l'administration Tshisekedi, lorsqu'ils arrivent à avoir de l'argent, au lieu d'investir au pays, ils investissent dans leur pays d'adoption. Je présente les arguments qui avaient été... Après un exemple concret, je présente un argument qui avait été avancé par ceux qui ont élaboré la Constitution du 18 février. Qui obtient la nationalité française ou belge, va étudier en Europe et il va rester là-bas, il va contribuer au développement de son pays d'adoption.
Et notre loi contribue à ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Et les exemples sont légion. Je reviens maintenant à la question de Jojo Moulamba. Je pense que le chef de l'État, c'était le grand absent de la célébration de la 2e année du Génocauste. Parce que tout le monde s'est demandé, mais le Premier ministre est là, les animateurs de toutes les institutions, les élus nationaux de la contrée, la télévision nationale était là, et les autres médias que nous sommes, nous étions là. Mais pourquoi le chef de l'État n'est pas venu à Kisangani? Bon, c'est un problème qui doit être expliqué par son administration. Moi, je ne travaille pas dans l'administration présidentielle, je n'aimerais pas spéculer. On avait parlé des problèmes de santé, parce que c'est ce que même le président lui-même a dit. Je pense que son porte-parole, Tina Salama, avait bien expliqué à l'époque les raisons pour lesquelles le chef de l'État n'était pas parti à Kisangani. Mais en y allant maintenant, je pense, il est allé tenir ses promesses. Nous semblons oublier que Félix Tshisekedi était aussi parmi les candidats, était candidat à sa propre succession. Et lors de la campagne présidentielle, il avait promis un certain nombre de choses à ses électeurs et aux Congolais habitant la Grande Orientale. Nous allons continuer et parachever les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport de Bangoka pour les transformer en un aéroport international, un hub d'affaires et puis pour les grands noms. Aujourd'hui, c'est le 2e aéroport en termes de capacité d'accueil après Njili. Donc, l'aéroport de Bangoka aujourd'hui peut recevoir 10 gros porteurs, disons 10 avions, dont 6 gros porteurs et 4 petits avions. Merci pour les compléments d'information. Pour ceux qui ne le savent pas encore, après l'aéroport de Njili, c'était l'aéroport international de Loano, qui était considéré comme le 2e grand aéroport du pays. Maintenant, avec les travaux qui sont achevés à Bangoka, à Kisangani, Kisangani est devenu maintenant le 2e grand aéroport du pays. On peut y recevoir des gros porteurs de toutes les dimensions, comme on le voit à Njili. Et ça va permettre aussi de renflouer les caisses de l'État, les trésors publics, parce que avec les installations qu'on a les dernières acquisitions, il y a eu les balisages, c'est-à-dire même la nuit, un gros porteur, un avion peut atterrir là-bas les jours comme la nuit. Encore faut-il qu'il y ait de la fréquentation à Kisangani, ça c'est aussi un autre point. Voilà. Et vous savez, en dehors de Kinshasa, disons-le comme ça, en dehors de Kinshasa et Lubumbashi, pour aller dans d'autres coins du pays, c'est pratiquement le chemin du calvaire. Ce qui est aussi intéressant. Attention, mais il y a Goma qui est la ville la plus aussi une des villes les plus fréquentées du pays. Oui, effectivement. On peut ajouter à ces 2 villes la ville de Goma, mais en dehors de ces 3 villes-là, les autres villes pour y accéder, c'est très difficile. À Kisangani, par exemple, il y a beaucoup d'annulations de vols parce qu'il n'y a pas assez de gens. Mais bon, il faut alors qu'il y a des sites touristiques. Mais moi, je vous garantis qu'il y aura des vols. Pourquoi qu'il y aura des vols? Pourquoi? Sur le plan aéronautique, au niveau de l'organisation de l'aviation civile internationale, OACI, même au niveau de l'ACSECNA, l'agence de sécurité aérienne en Afrique, on considérait la République démocratique du Congo comme un trou noir, c'est-à-dire un espace aérien où si vous êtes en détresse, vous connaissez un problème, c'est difficile d'atterrir dans un aéroport les plus proches. Pourquoi? On avait quelques aéroports internationaux à compter au bout du doigt. Les pays dans l'ensemble, nous avons plus de 200 pistes, dont certaines sont des aéroports internationaux. Nous avons des aéroports nationaux, nous avons des aérodromes, nous avons des pistes privées appartenant à quelques entreprises minières. Par exemple, si vous allez à Kibali, Goldmine, vous allez trouver un petit aérodrome. C'est pour les opérations minières. Et vous allez aussi dans d'autres parties du pays, vous allez trouver aussi des petites pistes. Mais quand vous avez des problèmes, vous devez atterrir dans un aéroport le plus proche. Par exemple, à Kinshasa, s'il y a un problème, par exemple, il y a des troubles à Kinshasa. Vous voyez souvent les avions atterrir à Brazzaville. Et
L'inverse aussi s'est fait quand il y a des problèmes à Brazzaville. Souvenez-vous de la guerre entre Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. Tous les vols qui devaient atterrir à Brazzaville atterrissaient soit à Kinshasa, soit à Libreville. Mais au niveau de notre pays, dans les Grands Nord, on avait ces sérieux problèmes-là. Il fallait construire des aéroports internationaux, c'est-à-dire l'un à Guadolite, dans l'extrême ouest, et puis un autre dans les Grands Nord toujours, dans l'extrême est. On a ciblé maintenant Kisangani et demain ça sera Bunia. C'est ce que le gouvernement a fait. Il faut saluer ça en termes d'augmentation du nombre d'aéroports internationaux que nous avons au pays. Et avec les travaux qui se font au niveau de Mbujimaï et Kananga, je pense qu'on ne va plus appeler le Congo sur le plan aérien comme un trou noir. Et il y a aussi le fait que Kisangani est considéré par Kinshasa, je parle du gouvernement congolais, comme la ville que nous nous sommes choisis, où nous allons commencer à célébrer chaque année les Génocost. Parce qu'il y a une guerre que nous semblons oublier, la guerre entre des armées étrangères qui se sont battues dans la troisième ville économique du pays et qui a occasionné la destruction du tissu économique. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, leurs affaires. Les petits commerçants comme les mamans que nous avons vus dans les images là, où que le président de la République était en train de consoler, ces mamans-là ont perdu leur capital. Ils ont perdu leur business. Et c'est pour ces raisons-là que le gouvernement a décidé d'aller ériger un monument là-bas et d'aller célébrer la deuxième année là-bas. Ce n'est pas pour rien. Kisangani, c'est une ville martyre depuis sa création. Je peux oser même dire toute la Grande Orientale. Rappelez-vous de l'histoire de Anouarite, Nengampeta. Et plus récemment, la guerre entre l'armée rwandaise et ougandaise, qui a occasionné non seulement des pertes humaines, j'ai parlé aussi de la destruction de l'industrie, du commerce, des infrastructures qui ont été bombardées. Voilà. Dans Momat, le chef de l'État a visité, a rendu hommage aux victimes des Génocost, mais il a aussi visité de grands chantiers. La voirie urbaine de la ville de Kisangani sera modernisée et puis cette ville de Kisangani sera dotée aussi d'un stade d'une capacité de 10 000 places assises. Donc le chef de l'État est là en train de concrétiser ses promesses. On peut le dire comme ça, surtout premièrement par rapport là je crois que c'est au stade. Voilà, ça c'est le stade, le moment d'une capacité de 10 000 places qui est en train d'être rénové, ce qu'on voit sur les images. Mais moi je voulais commencer par les Génocost. Je crois que c'est un acte fort qui était attendu par le président. Aujourd'hui dans le monde, on parle de l'Holocauste juif. Ok, et on sait ce que ça représente dans le monde. On parle aujourd'hui du génocide rwandais. On sait ce que ça représente dans le monde. Récemment, il y a aussi des Arméniens. Oui, lors de la dernière célébration, par exemple, du génocide rwandais, vous avez toutes les personnalités qui ont afflué, qui se sont retrouvées à Kigali. Et aujourd'hui, on le sait tous que les génocides rwandais, c'est l'argument détail présenté par le Rwanda à l'extérieur. Et vous savez même que le Rwanda vit principalement de deux choses, selon certains experts. La guerre en République démocratique du Congo et la contribution sur le compte du génocide. En tout cas, selon certains experts. Ce ne sont pas mes paroles à moi, Momat, ce sont ce que certains experts ont écrit. Et donc, ça, c'est juste pour vous représenter un peu le côté puissant de la commémoration de personnes qui sont disparues. Et dans notre cas, c'est vraiment particulier puisque, on le dit souvent ici, lorsqu'on part à l'étranger, en termes de lobbying, nos voisins nous battent à plate couture, alors que nous avons raison, alors que nous mourons dans notre propre maison, alors que nos femmes sont violées dans notre propre maison, alors que nos enfants sont entraînés dans des bandes armées, des groupes armés dans notre propre maison. Mais lorsque nous allons nous plaindre à l'extérieur, on ne nous écoute pas. Pourquoi on ne nous écoute pas? C'est parce que nous-mêmes, au niveau interne, nous n'avons pas encore réussi à construire un narratif sur ce que nous vivons. Et les Génocost, c'est un premier pas dans la construction de ces narratifs qui va aussi nous aider à peser en termes de lobbying pour faire passer
nos revendications, pour faire passer nos plaintes, pour faire entendre le cri de nos mamans. Et donc c'était vraiment quelque chose de très important que de voir le président de la République faire les déplacements à Kisangani pour aller s'incliner. Il a d'ailleurs remis une enveloppe de 2,5 millions de dollars. Oui, rappelez-vous que déjà à l'époque de l'ex-président Kabila, une action judiciaire avait été portée contre l'Ouganda et qui a abouti. Le Rwanda a dû payer, dédommager l'Ouganda, excusez-moi, a dû dédommager la RDC en payant quelques millions. En passant, il a fallu avoir des gens qui ont voulu bouffer cet argent. Mais heureusement que le gouvernement a essayé un peu d'ouvrir les yeux sur ces points-là. Et c'est vraiment important que les gens qui ont, tout à l'heure on l'a dit, les tissus économiques ont été détruits. Au-delà du pillage des ressources naturelles, vous savez, à Kisangani, il y avait le bois, il y avait le café, il y avait des animaux. Tout ça avait été pillé. Au-delà de ça, cela a touché... il y avait aussi le tourisme. Je me rappelle, il y avait un hôtel 5 étoiles. Je ne cite pas les noms pour des raisons de publicité. Il y avait un hôtel 5 étoiles dans la ville de Kisangani. C'était le symbole même de la ville et qui faisait la beauté, la fierté même de cette ville. Même l'hôtel là avait été détruit par la guerre. Je voulais aussi ajouter le fait que le chef de l'État du Mulamba est allé aussi à Kisangani pour dire à la face du monde que nos morts ne sont pas morts, on ne les a pas oubliés. À défaut de les venger, nous allons faire les plaidoyers pour que ce qui est arrivé à Kisangani, où on avait vu 2 armées étrangères se battre en Afrique, sur une terre étrangère, ne puisse pas se répéter. C'est-à-dire, je suis venu ici pour la construction, comme l'a dit Moumad, du nouveau narratif. Nous sommes venus ici aussi pour des réparations. Ce n'est pas pour eux qu'on a créé le FONAREV, le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et autres crimes contre l'humanité, crimes économiques. On a créé le FONAREV. Et puis, je suis venu ici pour vous dire que nous avons mis en place la justice transitionnelle. Il est venu aussi pour leur dire que les démarches sont en cours pour qu'on puisse créer un jour en République démocratique du Congo un tribunal pénal international sur la RDC. Et donc, je crois que tout ça, c'est important. Et au-delà de ça, ce que le président, le gouvernement pourrait faire, c'est vraiment de constituer une histoire autour de ce que nous avons vécu, autour de ce que nous vivons depuis des années 1997, on peut remonter même plus loin. Ça doit être des choses qui sont connues de Congolais. À chaque fois que l'on dit Génocoste, ça doit directement frapper d'abord notre conscience. Ça doit être même enseigné. Cela doit être enseigné. Cela doit être enseigné dans les écoles, doit être chanté dans les écoles. J'ai eu l'occasion de le dire dans une des émissions ici, que lorsqu'il y a eu guerre en Ukraine, au niveau de la Russie, on a réformé on a dû réformer les cours pour présenter la guerre russo-ukrainienne selon la vision de la Russie. C'est ce que je voulais ajouter. Donc, on doit enseigner ça aux jeunes, à nos enfants, ceux qui vont venir après. Je sais qu'un jour, il y aura la paix à l'Est. D'ailleurs, les gens ne se préoccupent pas de se dire, bon, il y a la guerre, on ne peut pas investir. Si vous allez à l'Est, vous allez constater un boom immobilier, un boom économique, contrairement à l'Ouest, dans les grands Bandundu, au Congo central, où règne la paix. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on doit enseigner de génération en génération. Mais je regrette seulement une chose de Mulamba. Je pense que le gouvernement devait faire de cette date-là, du 2 août, une journée fériée, où on doit célébrer ça, dépasser le niveau de l'organisation là que nous allons faire monter un peu, comme on dit, en langage et pour terminer, la dose. Et pour terminer, ce n'est pas au hasard que c'est à Kisangani, à la place de la Poste, que voilà, en rapport avec les Génocostes, que le président va prononcer encore le meeting, surtout pour évoquer encore une fois la question de l'agression, sans citer les noms des gens, sans citer qui que ce soit. Le président a rappelé au Congo que nous sommes un pays en guerre, que certains de nos frères ont été corrompus
et ils sont tombés dans le piège des ennemis de la RDC, qu'il ne fallait pas leur emboîter le pas, mais plutôt, encore une fois, il a parlé de l'éducation. Voilà pourquoi j'ai dit que cela doit être enseigné à l'école. Oui. Il a parlé de l'éducation pour combattre la guerre, parce que ce n'est pas qu'avec les armes que l'on peut arriver à faire sortir de notre pays les ennemis et assurer la sécurité de nos frontières. Dans mon mat, Dieudonné Bonali, vous tous journalistes au groupe de presse de Police Forum, je vous dis merci de vos analyses, de vos réflexions autour de ces sujets, autour de ces dossiers relatifs à la visite d'itinérance du chef de l'État à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Le chef de l'État a rendu hommage aux victimes des Génocostes, a aussi visité plusieurs chantiers. Donc, il a aussi appelé tous les Congolais au travail et à mettre aussi, à se ranger aussi derrière lui pour mettre fin à la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Merci à Eli Kabeya, merci à Serge Kaniki, à Beni Fombo, qui constituent tous l'équipe technique pour le travail qu'ils ont réalisé. À vous, fidèles téléspectateurs, merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir et d'autres sujets intéressants.